Ngoï Mulunda parle des montagnes qui devraient être exploitées pendant 40 ans. Qu'au bout de quelques années, on les a vidées. Et il a précisé qui vidait ces montagnes, des richesses énormes à exploiter 40 ans. Qui les vidait? Si vous trouvez la réponse de celui qui vidait dans les discours de Ngoï Mulunda, alors taisez-vous. Vous pensez que c'est parce que vous criez que nous, on doit souscrire. Nous, on ne connaît pas le passé de tout un chacun. Nous, on ne connaît pas. Votre chef ne sera jamais candidat dans ce pays. Prenez encore les déclarations d'Albert Youma. Je ne veux pas le remettre ici. Il a dit qu'on a eu à brader les minéraux de la Gécamine, qu'on a vendu à vil prix et le Congo ne retrouve pas son compte. Moins encore le Katanga. Ils sont obligés de souffrir longtemps. Donc, à l'heure qu'il est, le président Félix Tshisekedi doit fournir des efforts, doit secouer le ciel et la terre pour récupérer ce qui a été vendu par les Katanga. Youma l'a dit. Bonjour, nous n'allons pas tarder à vous dire merci pour vos abonnements à notre chaîne Yambi Congo Télé. Je commence directement le sujet. Et là-dedans, ça va appeler d'autres sujets. Mobutu Sese Seko est resté avec nous 32 ans. Nous, on a grandi au Grand Katanga. Tout ce qu'on connaissait comme minerai, c'était le cuivre. On parlait de l'étain de Manono en passant. Et puis, vers le milieu de son pouvoir, on a commencé à parler de cobalt. Et ça ne sortait pas de la manière dont on a vécu avec l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Et surtout, de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je veux rappeler ça? C'est pour vous, je rappelle parce que il est important et hyper important de le savoir que les prochaines candidatures à la magistrature suprême, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ne pensez pas que nous, on va croiser le bras. Tout le monde est unanime à ce point que ne pourra être un candidat acceptable par la population congolaise celui qui n'a pas travaillé contre la République démocratique du Congo. C'est comme je vous ai dit hier, je ne parle que de la province que je maîtrise. Mobutu, 32 ans, il n'a pas réussi à vendre l'uranium. Parce que l'uranium a été pris de force par les Belges en 1940 et quelques pour faire la bombe atomique qui a anéanti Hiroshima et Nagasaki. Mais ici, le Katanga
qui intervenait dans le budget de ce pays à 70%. Et l'espace Kasaï n'intervenait qu'à l'ordre de 10 à 15%. Et les richesses des autres provinces étaient inexploitables, ou non exploitées, voulez-vous, vais-je dire. Mais avec l'arrivée de Mosè Laurent Désiré Kabila, lui non plus n'a pas touché à d'autres minéraux stratégiques. Tout ce qu'il a fait pour trouver un peu de moyens, payer convenablement la police et l'armée, il a créé l'usine Stel à Lubumbashi, qui faisait le traitement des scories. Et aujourd'hui, allez vous renseigner, cette usine appartient à qui? Alors, j'insiste sur ce fait parce que j'ai dit hier qu'il y a des gens qui écrivent dans les Facebook là-bas, qui font des petites annonces du genre on veut éliminer tel pour 2023 un candidat de taille, mais ils ne veulent jamais regarder cet aspect des choses. Ne vous cachez pas derrière la proposition de loi de Dr Noël Tchani. Regardez quel est le passé de celui-là pour qui vous parlez chaque jour. Ici, moi, comme je l'avais promis, je ne parlerai qu'avec les images. Parcourez le Facebook, vous allez apprendre. Des résistants parlent là-bas. Que tel notre ceci, notre cela, candidat valable, et ceci et cela. Vous pensez que c'est parce que vous criez que nous, on doit souscrire. Nous, on ne connaît pas le passé de tout un chacun. Nous, on ne connaît pas. Je vais placer un vecteur de la déclaration de quelqu'un qui est en prison à l'heure qu'il est. Un digne fils du pays qui a dans les veines le sang des Ilungambidi qui coule, des pères et des mères, avait déjà parlé, avait tiré la sonnette d'alarme. Voici Ngoyi Mulunda sur la gestion de la Gécamine. Suivons. Parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une ligne de la Gécamine. Il l'achète à 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. Le pays a perdu. Je donne un exemple qui est clair, parce que je ne voudrais pas dire des choses, parce que le mine, d'ailleurs, 6 millions de dollars versés dans quel compte? C'est à lui. Parce qu'il a acheté la mine. Il vous donne 6 millions de la honte pour le gouvernement, tout le monde le savait à l'époque. Mais c'est un gouvernement qui est connu devant le ministre des Mines. Il a acheté. Et on lui a vendu ça, il n'a pas volé. On lui a vendu ça à Moïse. Et Moïse est allé vendre, il a eu seulement 5 millions. Je vous donne un autre exemple. Et pour moi, ça n'a pas été condamné à l'époque. Moi, je vous parle maintenant. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Tengue Fongurume, à 180 collines, pleines de cobalt et de cuivre. Pendant 7 ans d'opération, 18 collines sont parties. Et quand tous les miniers qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation, mais la valeur de nos minerais sur le marché, on va à combien? Le Congo n'a pas ça. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre le nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. 40 ans. Après 3 ans, ces montagnes-là sont parties. C'est le camion à Kuna Matata de Moïse, à Bargani, ces montagnes n'existent plus. Il n'y a que des trous. Regardez la condition de vie des gens de Fongourou, eux-mêmes qui sont autour là-bas. On les met avec un petit dispensaire de la honte, avec une petite école, mais l'argent part. Est-ce qu'on peut nous dire à combien on va ces minéraux-là?
Et il n'y a que le peuple qui peut se prononcer en disant que les minéraux des Congolais ont cassé le contrat. Moi, je suis contre la révision du contrat. On est en train de le voler. Je vais terminer. Aujourd'hui, il y a 2 minéraux qui vont faire l'affaire du monde, plus que le pétrole, le cobalt. Ici, vous avez tout suivi. La manière dont on faisait pour brader la Jacamine. Vous les résistants, si vous pensez que ça ici, on va fermer les yeux parce que vous aimez votre potentiel candidat, détrompez-vous totalement. Ngoï Mulunda parle des montagnes qui devraient être exploitées pendant 40 ans. Qu'au bout de quelques années, on les a vidées et il a précisé qui vidait ces montagnes des richesses énormes à exploiter 40 ans. Qui les vidait? Si vous trouvez la réponse de celui qui vidait dans les discours de Ngoï Mulunda, alors taisez-vous. Parce que rien que ça, votre chef ne sera jamais candidat dans ce pays. Prenez encore les déclarations d'Albert Youma. Je ne veux pas le remettre ici. Il a dit qu'on a eu à brader les minéraux de la Jacamine, qu'on a vendu à vil prix. Et le Congo ne retrouve pas son compte. Moins encore les Katangais. Ils sont obligés de souffrir longtemps. Donc, à l'heure qu'il est, le président Félix Tshisekedi doit fournir des efforts, doit secouer le ciel et la terre pour récupérer ce qui a été vendu par les Katangais. Youma l'a dit. Prenez les discours de Youma, retournez sur ce que Ngoï Mulunda parle, trouvez des conclusions. Parce que Youma dit qu'il était exécutant. S'il était exécutant, ça nous retourne à qui? Au président de la République qui nomme. Ça nous retourne à qui? Au ministre de portefeuille qui appose la signature pour exécution. Ça nous retourne à qui? Au ministre des Mines. Vous connaissez qui il était à cette période. Ça nous retourne à qui? Au gouverneur de province qui était gouverneur. Ça nous retourne à qui? Au ministre provincial des Mines. Vous voyez un peu tout ça. Alors dosez. Ce n'est pas à force de crier là-bas que vous allez faire effacer tous ces dossiers. Le mieux de sauver, c'est d'admettre que cette loi passe pour permettre à certains individus de se tirer et aller ailleurs. Et d'éviter les ridicules. Ici maintenant, je viens à ce qu'on appelle accord de l'Emera. Et les Congolais tremblent pour ça. Peut-être on ne lit pas correctement. On lit peut-être, on n'a pas de la jugeote pour découvrir les faiblesses de cet accord. J'ai voulu votre fameux article 4. L'Emera d'abord, c'est le nom de l'hôtel du Rwanda. L'article 4 stipule ce qui suit. L'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. C'est-à-dire la RDC, comme vous le dites, va céder 300 km. Mais dans l'article 4 de l'accord de l'Emera, on ne parle pas de la RDC qui cède, qui va céder. On parle de l'alliance. Cette alliance, c'était Alliance des forces démocratiques, les AFDEL, pour la libération. C'est cette alliance qui allait céder 300 km dans notre pays.
Avançons lentement et suivez-moi religieusement. Article 7. La nationalité de l'accord de Remera. La nationalité sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge. Déjà dans cet article, ça répond au verbiage de Nyarugabo et consorts, qui voulaient faire voir à l'opinion internationale et nationale que eux sont Congolais depuis les aïeux. Mais ici, dans leur propre accord, ils cherchaient une nationalité collective. Pourquoi ils cherchaient la nationalité? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas Congolais. Parce qu'aucune tribu du Congo n'a jamais cherché une nationalité. Et ça continue. Il dit aux camarades collectifs, la nationalité sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge. Déjà par la procédure, la nationalité ne s'accorde jamais collectivement. Et aux populations d'origine rwandaise, tous les Rwandais devraient être des Congolais ici. C'est là la vérité. On avance. Qui sont établis au Congo avant la date de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. Ça vient de résoudre toute la difficulté, toutes les discussions que vous faites avec Nyarugabo, avec Gisaro, qui ont fait un point de presse pour signifier que leurs ancêtres existaient déjà depuis avant 1800. Mensonge avec parjure. Mais dans l'accord de l'Emera, il cherchait une nationalité collective. Or, le terme Banyamulenge va être créé par son père, le père de Gisaro, en 70, un terme qui n'existait pas, une tribu qui n'existait pas. Et encore, en 1972, leur frère et grand frère, Bisengimana, Barthélemy, avait réussi à convaincre Mobutu de donner une nationalité collective au Benyarwanda. Là, le terme Banyamulenge n'existait pas. Et Mobutu va, sur pression des nationaux, en 81, il va abroger. C'est-à-dire, ils sont redevenus rwandais. Voilà, sachant qu'ils ne l'étaient plus, ils ont eu à profiter, avec l'accord signé au Rwanda, demander à ce que l'on puisse leur accorder une nationalité collective, parce qu'ils se reconnaissaient rwandais. Avançons. L'AFDEL va accorder 300 km et non les Zaïre. Dans l'accord, on écrit l'AFDEL va accorder 300 km. L'alliance là va accorder 300 km à l'intérieur du pays. Heureusement, ce n'est pas les Zaïre de Mobutu qui y a signé pour accorder 300 km. Parce que pendant cette période, Kabila était un civil ordinaire, Laurent Désiré. Il n'était pas président de la République. Parce que c'est le président de la République qui, par ordonnance, engage la République. C'est comme ça que ça se passe. Ici, Kabila, rebelle, les rebelles n'est pas légal. Les rebelles n'ont pas le pouvoir de signature. Celui qui était président, c'était Mobutu Sese Seko. Et or, Mobutu n'a jamais signé un tel accord. D'où ce que Kabila Laurent Désiré a signé à l'Emera est un fait privé qui n'engageait en rien la République démocratique du Congo. On avance. En 1997, le président de l'Alliance, Laurent Désiré Kabila, devient maintenant président, pas du Zaïre, mais de la République démocratique du Congo. Déjà à l'époque du Zaïre, Mobutu n'a pas signé l'accord de Remela. L'Emera a été signé par Laurent Désiré Kabila, civil. Il n'était pas député, il n'était pas ministre, il n'était pas président de la République du Zaïre, d'où cela n'engageait que sa personne. Et c'était un fait privé. Une fois Laurent Désiré Kabila devenu président de la République démocratique du Congo, en 97, vers 98, il va
retirer sa signature par un acte de bravoure. Laurent Désiré va dire, vous tous Rwandais, rentrez chez vous. Ceux-là, les Rwandais qui, les supposés Banyamulenge, les Rwandais, qui attendaient de devenir Congolais, Laurent Désiré a dit, tous les Rwandais, rentrez chez vous. Ceux qui sont Congolais, restent. Et vous avez vécu, vous tous, que ceux-là qui crient aujourd'hui étaient rentrés dans les mêmes lots des Rwandais. Ils sont rentrés au Rwanda parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas Congolais. Et ici, c'est le président de la République, de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, qui ne signe pas un accord ou un traité. Donc, jusqu'à ce stade, il n'y a rien comme traité signé avec ces gens. Ce torchon-là d'accord de Remera ne signifie rien. Lorsqu'on avance, Joseph Kabila arrive au pouvoir, il va devoir retourner ce que les Banyamulenge cherchaient, les supposés Banyamulenge de venir à Rwanda. Lui, il va permettre, nous allons lire dans l'article 10 de la Constitution. Pourquoi j'ai dit Kabila permet? Parce que lui, Kabila géré de 2001 à 2003 avec la constitution de cette période-là, qui sera abrogée le 18 février 2006. Mais pendant qu'il était là, il dirigeait avec cet article, cette constitution de transition. Donc même pendant cette période-là, Kabila Joseph n'a jamais signé un accord avec ces gens. Parce que dans cette constitution de cet espace, il n'y avait rien de tel. C'est en 2006, avec la risque de ces gens qui sont rentrés au Rwanda, qui créent RCD, qui se retrouvent avec nous, avec la complicité des multinationaux, au Sun City, vous connaissez, d'où Roubera deviendra aussi vice-président de la République. Là, on va inclure dans notre constitution, là, ce qui suit. Article 10. Et une est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. C'est comme ça l'attention. Parce que les Rwandais veulent dire dans... je vais vous dire là où ils s'accrochent. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. C'est-à-dire, chaque individu demande la nationalité et on le lui accorde. Or, ce n'est pas le cas avec ces gens qui, en 72, ont eu une nationalité collective. C'est que qui viole la loi et qui est tombé par la force des choses. Pourquoi? Parce que ça a violé la loi. Et Mobutu elle-même s'est rebiffé. La même démarche, il la commence sans faire attention avec leur truc de l'Emera. Ils disent qu'on va accorder collectivement la nationalité. C'était toujours en dehors de notre Bible de la République qui est la Constitution. On continue dans l'article 10, on dit « Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. » Et ils disent, leurs parents, à l'indépendance, hein, ils étaient au Congo. Mais ils avaient quelle qualité? C'est là qu'il y a le problème. Est-ce que quand leurs parents rwandais étaient ici, est-ce qu'ils avaient une ethnie ici qui s'appelait Banyamulenge? Non. Non, pas du tout. Parce qu'en 1960, à l'indépendance, on n'a pas de Banyamulenge quelque part qui existe. Parce que c'est en 70 que leur frère va créer le terme Banyamulenge. Et eux-mêmes expliquent par Gisaro, j'avais fait passer cette histoire-là, que pour faire la différence entre les Tutsis du Congo et les Tutsis du Rwanda, nous on a voulu s'appeler Mulenge, Banyamulenge. Curieusement, ils vivent à Minembwe, qui est au sud, alors que Mulenge existe au nord. Quel miracle!
Vous comprenez la difficulté, on avance. L'article 217 qui vous ébranle l'esprit, nous allons lire. On doit faire attention, hein, parce qu'il y a des gens qui comprennent des travers. C'est pourquoi, quand j'essaie d'expliquer dans une émission que non, mes frères du Kassai occidental ils sont organisés chaque fois que le pouvoir s'amène, ils s'organisent pour avoir une place à la première ceinture. Les gens ont commencé à dire, vous séparez les gens, vous séparez. L'intelligence de comprendre des choses. On fait une autre analyse, vous comprenez des travers. Rentrons sur cet article. Qu'est-ce que ça nous dit? L'article 217. La République démocratique peut. On ne dit pas ici la démocratique du Congo doit. Peut. À Koki. On saute le bien à Koki. À Boya. Peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant, ces accords peuvent comporter un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Un article bidon. Parce que je ne vois pas cet article de la Constitution, dans la Constitution de Brazzaville, qui dit que la RDC peut aussi prendre notre parti pour se sauver contre les Ignélés, par exemple. Qu'est-ce que l'analyse que j'ai fait ici? On dit là, il peut conclure des traités et des accords. Maintenant, nous allons lire l'article 217 pour essayer de comprendre l'article 200. Nous allons lire l'article 215 pour essayer de comprendre l'article 217. Que nous dit l'article 215? Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Gna 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 gna. Or, par hiérarchie, au niveau supérieur et au top, nous avons d'abord la Constitution. Après la Constitution, les traités et accords internationaux et les lois. Nous comprenons qu'à l'article 215, le pouvoir d'un traité est en dessous de la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Ça allait me faire trembler, moi, Yamba, si les traités et accords internationaux supplantaient la Constitution. Donc la Constitution reste. On évolue pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, qui négocie les traités et accords? Ce n'est pas tout le monde au Congo qui négocie. Nous allons savoir qui a le pouvoir de négocier les traités. L'article 13 de la Constitution dispose que le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Le président de la République. Maintenant, rentrons à l'accord de l'Emera. Laurent Désiré, quand il ratifiait ça, quand il concluait ces accords-là avec le Banyamulenge et les autres, était-il président de la République? Non. D'où l'accord-là n'a aucune valeur. Ne vous troublez pas. Kabila, Laurent a conclu cet accord fait privé. Il n'était pas président de la République. Parce que quand il est devenu président de la République, il a refusé ça. D'où les autres là, soyez tranquilles, vous êtes Rwandais chez nous. Vous ne serez jamais Congolais. Avançons. Nous allons trouver maintenant à poser la question. Qui peut me montrer à ce jour un traité ou un accord international qui
cède notre partie du pays par notre partie de souveraineté, c'est-à-dire les 300 km. Est-ce que Mobutu a déjà signé ça? Non. Est-ce que Laurent Désiré Kabila a signé ça? Non. Est-ce que Joseph Kabila a déjà signé ça? Non. Est-ce que Félix Tshisekedi a signé ça? Non. Or, ce sont les chefs de l'État qui signent les traités et les accords. Or, tous les chefs que je viens de signer, qui ont dirigé le pays et celui qui dirige aujourd'hui, n'ont jamais signé l'accord de l'Emera. Laurent qui signa cet article, signa comme civil et un privé. Ça n'engageait pas la République. Avançons. Que veut la Constitution? Maintenant, notre Constitution nous oblige quoi? Veut quoi? Décide quoi? Je vais lire. J'entre dans le préambule. Je m'en vais vers le bas, là où j'ai assuré, là où j'ai souligné avec le fluor. Il est dit ceci. Mis par la volonté de voir tous les États africains s'unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales, pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économiques au peuple d'Afrique. Attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l'intégrité, la totalité, l'intégrité territoriale de chaque État. Maintenant, d'où vient cette histoire de 300 km? Si on cède, est-ce qu'il y aura intégrité territoriale? Non. Que veut la Constitution? C'est-à-dire nous devons avoir la totalité de tous les centimètres et millimètres de notre étendue nationale. Que les Rwandais cessent de rêver qu'un jour, ils auront 300 km chez nous. Parce que quand Kagame a fait la rébellion contre Abiyarimana, on ne lui avait jamais cédé 300 km d'un pays quelconque pour gagner. Ou bien Abiyarimana avait eu 300 km pour repousser Kagame. C'était des accords de dupes. Maintenant, dans l'accord de l'Emera, il est écrit ceci. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'AFDEL, à l'Alliance. Nous allons lire maintenant que dit la loi mère, que dit la Constitution qui dépasse toutes les valeurs des accords et traités internationaux. Je vais lire l'article 9. L'article 9 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose: l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion de la concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Et pour conclure ce que je vous dis tout de suite, allez lire la loi Bakajika. Il est dit, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, point barre. Or, à l'Emera, quand on écrivait là au Rwanda que le sol allait appartenir à l'Alliance, l'Alliance n'était pas le gouvernement congolais. Ça se discutait au Rwanda. À cette époque, c'est Mobutu qui était président de la République. Et le gouvernement du Zaïre était là et existait. Et cette loi Bagajika existait toujours. Foutez-nous la paix. L'accord de l'Emera ne signifie rien du tout. Soyez apaisés. Le Congo
aux Congolais.